Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Des morts et des blessés par centaines au Sri Lanka. C'est le résultat des attentats qui ont frappé le pays dimanche. Il serait, selon les autorités, l'œuvre d'un mouvement islamiste local. Un nouvel homme à la tête du gouvernement malien, Boubou Cissé, a été nommé ce lundi. Sa première mission, former un gouvernement de large ouverture. L'éducation en péril au Burkina Faso, où plus de 100 000 personnes ont été déplacées cette année, parmi elles des élèves et des enseignants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. De nombreuses interrogations demeurent au Sri Lanka, où le bilan des attentats de Pâques s'alourdit. Au moins 290 morts et 500 blessés recensés après la vague d'attentats suicides du dimanche 21 avril. La série d'explosions coordonnées a visé des églises et des hôtels de luxe de la capitale Colombo, ainsi que des villes de Negombo et Batticoloa. La police a arrêté plusieurs suspects en lien avec ces attaques, même si aucune revendication n'a été faite pour l'instant. Plus de précisions avec Dili Diko. En quelques heures au Sri Lanka, 8 explosions ont semé la mort et la désolation dans des hôtels et des églises de la minorité chrétienne célébrant la messe de Pâques sur cette île d'Asie du Sud. Au lendemain de ces attentats sanglants ayant coûté la vie à 290 personnes, les condamnations sont unanimes à travers le monde. Tous ceux qui ont été tragiquement tués sont confiés au Seigneur. Je prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent à la suite de cet événement tragique. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué ces attaques coordonnées, mais les autorités ont déjà arrêté 24 personnes suspectées d'être en lien avec les attentats. À ce stade de l'enquête, la police sri-lankaise pointe du doigt le groupe islamiste local National Tawhid Jamaat NTJ, qui il y a quelques mois était lié à la dégradation de statues bouddhistes. Nous avons ordonné l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans cet incident et nous avons donné tous les pouvoirs aux autorités en charge de l'enquête. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Colombo cherche désormais à savoir si le groupe extrémiste a bénéficié d'un soutien extérieur au Sri Lanka. Les autorités ont imposé un couvre-feu et bloqué les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Le Sri Lanka, un pays de 21 millions d'habitants, n'avait pas connu un tel déchaînement de violence depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Un nouvel homme à la tête du gouvernement malien. Il s'agit du docteur Boubou Cissé qui a été nommé ce lundi. Monsieur Cissé, économiste de formation, était ministre de l'économie et des finances depuis plus de 3 ans, après avoir détenu le portefeuille de l'industrie et des mines. Il a été chargé de former un nouveau gouvernement de large ouverture, selon un communiqué officiel de la présidence. La nomination de Boubou Cissé intervient après la démission le 18 avril dernier de Soumelou Boubé Maïga, une démission qui a également entraîné celle de son gouvernement. Ceci, moins d'un mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Et pour décrypter cette actualité sur ce plateau, accueillons Issa Sangaré. Vous êtes analyste politique et auteur. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justifie le choix de Boubou Cissé à la tête du gouvernement malien et que sait-on de lui? Ce choix se justifie dans la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta à donner plus de chance à la jeunesse malienne. On se rappelle de la lettre ouverte qu'il a adressée à la jeunesse tout juste quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle de 2018. Il a demandé à la jeunesse de renouveler sa confiance à sa personne et qui fera des 5 prochaines années le mandat pour la préparation des générations montantes. Et il a réitéré presque les mêmes propos lors de son discours d'investiture en disant à la jeunesse qu'il fera de la jeunesse le socle de ce prochain quinquennat.
Alors, ce conseil de Boubou, je m'excuse, ce conseil de Boubou, il a été cadre de la Banque mondiale jusqu'à sa nomination en 2013 comme ministre des Mines. Il a la réputation d'être rigoureux, un bosseur, discret, et il n'a pas de coloration politique et il a le profil d'un fédérateur. Mais de l'autre côté, ces détracteurs pensent qu'il n'a pas assez d'expérience dans la gestion de l'administration publique et qu'il n'est pas le choix idéal dans cette situation de crise. Et la nomination de Boubou Cissé intervient dans un contexte sécuritaire et social tendu, avec notamment ces attaques qui se multiplient dans le pays. De quels atouts dispose-t-il pour pouvoir reconstruire le pays, comme le souhaite Ibeka? Je pense que l'un de ses grands atouts sera sa jeunesse et son profil fédérateur, puisqu'il n'a pas de coloration politique, ce qui veut dire qu'il n'est pas officiellement un militant politique. Il va pouvoir fédérer autour de lui les bonnes énergies et les bonnes volontés pour former une équipe solide afin de tirer le Mali vers une sortie de crise favorable. Alors vous parlez d'équipe, il doit justement former un gouvernement qu'on dit de large ouverture. Avec qui peut-il composer? Avec les forces vives de la nation, notamment la société civile, les partis politiques et les religieux musulmans. Je m'explique, pour les religieux musulmans, ils sont à la base du mouvement du 5 avril, ça veut dire qu'ils ont montré dorénavant qu'ils ont un poids politique. En plus de cela, il y a les politiques, notamment le RPM, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta. Récemment, un député du RPM a laissé entendre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Facebook, que le président Ibrahim Boubacar Keïta a trahi le RPM et non le contraire. Et c'est un secret de polichinelle. On sait également que le président de ce parti, Dr Bokari Tereta, rêve de ses postes et cela de longue date. Donc il va devoir ménager avec les acteurs du RPM et ceux de l'opposition. Alors il faisait partie Boubou Cissé de l'ancien gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la même équipe qui revient? C'est ce que plus ou moins les détracteurs avancent. Il dit qu'il a été du début jusqu'à aujourd'hui membre du gouvernement. Mais comme je viens de le dire, sa jeunesse et le fait qu'il est neutre, il n'a pas de coloration politique, sera un grand atout pour lui pour mener son combat. Et le combat au niveau de la sécurité, est-ce qu'il a déjà dévoilé ses stratégies? On sait qu'il vient d'être nommé, mais est-ce qu'on sait ce qu'il pense de ce qui est de la sécurité? À mon niveau, je n'ai pas eu d'écho. Mais je pense que le défi sécuritaire restera le plus grand défi, notamment juste dimanche passé, il y a eu une attaque contre un camp militaire dans le cercle des Nara qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Donc c'est le défi sécuritaire qui doit faire face. Issa Sangaré, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste politique et digne fils du Mali, si je ne m'abuse. Merci, John. La tension ne faiblit pas au Soudan, où les responsables de la contestation ont annoncé dimanche la suspension des discussions avec les militaires et appelé à intensifier les manifestations réclamant un pouvoir civil. Selon Madani Abbas Madani, porte-parole de la contestation, l'annonce de la composition d'un conseil civil censé remplacer le conseil militaire qui était attendu dimanche interviendra probablement dans quelques jours. Les militaires ont intimé l'ordre aux manifestants d'enlever les barrages érigés devant leur QG. Face à la menace de dégradation de la situation, un sommet d'urgence se tiendra demain en Égypte. Le président Sisi recevra ses homologues Idriss Déby du Tchad, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Paul Kagame du Rwanda, Denis Sassou Nguesso du Congo, Mohamed Abdullahi Mohamed de la Somalie et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud pour parler donc de cette situation au Soudan. Et puis, en Ouganda, le chanteur et député d'opposition Bobi Wine a de nouveau été interpellé ce lundi par la police. Celle-ci a utilisé du gaz lacrymogène contre ses partisans et le convoi qui l'amenait vers le lieu d'un concert interdit par les autorités. Selon l'épouse de Bobi Wine, ce dernier a été stoppé alors qu'il allait parler aux médias à propos de l'annulation de son concert par les autorités. De son côté, la police se défend. Elle dit seulement avoir amené Bobi Wine et ne parle pas d'arrestation. Direction le Burkina Faso. Le pays est confronté à des déplacements internes massifs à cause de la violence. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont été déplacées cette année dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ces déplacements ont de lourdes conséquences sur les élèves et les enseignants contraints de quitter la classe, comme nous l'explique Carla Bab dans ce reportage rendu ici par Blanche Sano. Des élèves motivés suivent avec beaucoup d'attention les cours dispensés par le maître.
Malheureusement, des salles de classe comme celle-ci ferment leurs portes chaque semaine au Burkina. La raison? C'est une question de vie. Dans la cour de l'école primaire, des éclats de rire se font entendre. Siam Michael, l'un des enseignants déplacés, est fier aujourd'hui de voir ses élèves épanouis, mais il se souvient encore des moments difficiles où il a été contraint de fuir avec les enfants car des islamistes avaient incendié leur école. Souvent même, ils laissent des messages, comme quoi, si vous revenez ici, au cas où, si une fois ils reviennent ici, ils trouvent que non, vous êtes toujours là, moi, votre vie sera en danger. En ce moment, comment tu vas faire? Tu es obligé de te chercher. Mais pire encore, s'ils viennent incendier l'école, ce qui reste maintenant, c'est votre vie maintenant. La fermeture des écoles s'est étendue dans l'est et le nord du pays, où les djihadistes du Mali et du Niger voisins ont traversé les frontières. Opposés à l'éducation occidentale, les islamistes détruisent des écoles. D'autres aussi sont fermés par les enseignants inquiets d'être ciblés par la suite. Badina Joseph a fui son village près de la frontière nord du pays avec le Mali après que des terroristes se furent présentés avec des demandes spécifiques. Dès demain matin, si les instituteurs ne bougeaient pas ou bien n'enseignaient pas l'arabe, là en ce moment, s'ils n'enseignaient pas l'arabe, donc ils n'ont qu'à quitter les lieux. Les défenseurs de l'éducation affirment que les fermetures vont réparer l'avenir du Burkina Faso. Pour n'importe quel Burkinabé, ça doit l'interpeller parce que pour tuer un pays, il faut tuer l'éducation. Les responsables de l'éducation travaillent à la réouverture de certaines écoles, mais beaucoup craignent que les enfants ne reviennent plus tant que la violence sera toujours présente dans ces régions. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a assuré ce lundi que le Congrès n'était pas en mesure de le destituer. Une hypothèse avancée par des élus démocrates se fondant sur le rapport d'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Je n'ai commis aucun délit, pas de collusion, pas d'obstruction. Donc, vous n'êtes pas en mesure de me destituer, a-t-il écrit sur Twitter. Le président américain, qui a par ailleurs saisi la justice pour bloquer une assignation des démocrates visant à mettre la main sur les états financiers de ces entreprises. En Ukraine, c'est un artiste comédien qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir le 31 mai prochain. Volodymyr Zelensky a remporté dimanche la présidentielle avec une majorité écrasante face au sortant Petro Poroshenko. Sa victoire ouvre une page riche en incertitudes pour ce pays en guerre qui se trouve aux portes de l'Union européenne. Les messages de félicitations ont afflué des capitales étrangères. Volodymyr Zelensky, acteur et humoriste de 41 ans, est crédité d'environ 73% des voix au second tour contre 25% à son adversaire. Un scénario encore inimaginable il y a seulement quelques semaines. Rencontre au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, le leader nord-coréen et le président russe, sont attendus si rien ne change mercredi et jeudi à Vladivostok. Cette rencontre intervient 2 mois après le fiasco du second sommet à Hanoï entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, alors que les discussions sur la dénucléarisation sont au point mort. En allant cette semaine en Russie, Kim Jong-un entend renouer avec un allié historique, qu'est-ce que je voudrais dire, afin de ne pas dépendre exclusivement, autant pour moi, de Pékin et au moment où la diplomatie s'enlise avec Washington. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Quand technologie rime avec agriculture, cela se passe en Grande-Bretagne où des robots gèrent de manière autonome des champs et des bovins. La satisfaction n'est pas au rendez-vous dans les coulisses de l'équipe féminine nigériane de football. Malgré des titres remportés, les salaires des joueuses restent très bas. Toujours en sport, les affiches des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans connues, place à la polémique. C'est toujours un plaisir de le retrouver sur ce plateau. Lui, c'est Arzouma Compaoré et vous êtes là, Arzouma, pour Afrotech. Bonsoir. Bonsoir, John, et bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons tout de suite avec le programme Boldline Silicon Valley qui est conçu pour réunir les principaux entrepreneurs, innovateurs et technologues de toute l'Afrique dans le but de stimuler les activités de développement d'entreprises, les relations de gouvernement et les réseaux mondiaux nécessaires pour faire progresser leurs activités d'innovation. C'est en fait une réunion des représentants du partenariat secteur public, secteur privé. Le programme, qui est soutenu par le Bureau des partenariats mondiaux du département d'État américain et des partenaires technologiques clés de la Silicon Valley, se tiendra du 30 au 31 mai prochain. Chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Dans notre focus de la semaine, nous nous intéressons à celle qui est désormais considérée comme la première femme burkinabé à obtenir un doctorat en astrophysique. Marie Korsaga vient juste de passer la trentaine et elle adore parler d'astres et de matière noire. Dans l'entretien qu'elle nous a accordé, elle est revenue sur la signification d'un tel accomplissement pour elle. On l'écoute. Souvent, il y a des stéréotypes du genre qu'il y a des filières ou des domaines qui ne sont pas faits pour les femmes. Il ne faut pas se laisser berner par ça parce que je suis une fille et je fais la physique, je fais l'astrophysique. Beaucoup de gens ils sont étonnés de voir une femme qui fait ce genre de filières parce qu'on dit souvent que c'est des filières qui sont dédiées aux hommes et pas aux femmes. Donc, je dirais à mes petites sœurs de poursuivre leurs rêves, de faire tout pour les réaliser. Mon sujet de thèse porte sur la distribution de la matière noire et de la matière lumineuse dans les galaxies. Quand on fait l'astronomie, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on apprend, il y a beaucoup de découvertes qui restent à faire. Donc, du coup, je dirais que c'est un domaine qui est fascinant. Donc, si elles ont l'occasion de le faire, moi, je dirais oui, il ne faut pas hésiter, il faut faire ce genre de filière. Voilà, l'intégralité de l'interview est disponible, bien entendu, sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Et que serait Afrotech sans ces folies d'invention, Arzouma? De quelle folie d'invention parlons-nous ce soir? Alors, eh bien, je vous invite à découvrir avec moi un aperçu des progrès technologiques observés dans l'agriculture en Grande-Bretagne. Des technologies de pointe telles que des robots, ils gèrent de manière autonome les champs et les bovins. Le reportage que je reprends pour vous ici est de Arash Arazabati. Suivez plutôt. L'agriculture se modernise. Les grosses machines lourdes se réduisent à la taille d'un animal domestique, tandis qu'ici, dans un centre de recherche agricole en Angleterre, les vaches indiquent aux machines qu'il est temps de traire. Elles ont un collier avec un transpondeur sous le menton qui contrôle les portes et leur donne accès au robot. Le robot reconnaît alors la vache et détermine où sont ses tétines. La possibilité d'avoir une connectivité omniprésente signifie que nous pouvons avoir les animaux partout. Et tout cela est rendu possible par les réseaux 5G que la plupart d'entre nous n'ont toujours pas sur leur téléphone portable. Nous pouvons maintenant avoir un système beaucoup plus intelligent et beaucoup plus éloigné de l'endroit où se trouvent les capteurs. Cela peut vraiment décupler le contrôle que nous avons sur une ferme, partout au Royaume-Uni, partout dans le monde. Dans cette autre ferme en Angleterre, la compagnie Small Robot cherche à changer le modèle commercial en offrant un service automatisé. Les ingénieurs disent que le robot Tom peut être utilisé dans toutes les usines, sur tous les terrains, avec un GPS précis à 2 cm. Tom est un robot qui vivra dans la ferme.
prendra des centaines de milliers de photos des cultures pour voir des choses que même un expert agronome pourrait ne pas être en mesure de relever. Et plus tard, cela pourrait même conduire à un avenir plus vert. Selon des études récentes de l'université Harper Adams, l'automatisation peut aider à réduire l'impact écologique de l'agriculture de près de 95%. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Arzouma Compaoré. Et puis c'est Yacouba Ouedraogo qui nous a rejoint et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Nous commençons avec la CAN des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. On connaît les affiches des demi-finales, bien évidemment, avec la polémique qui s'en est suivie. Le Nigeria et l'Angola se sont tirés d'affaire dans le groupe A. Dans le groupe B, la Guinée et le Cameroun se sont qualifiés au détriment du Maroc et du Sénégal. Mais pour l'heure, on aura donc les oppositions que vous voyez à l'écran, Cameroun, Angola et Nigeria-Guinée en demi-finale. Ces 4 demi-finalistes sont aussi qualifiés par la même occasion pour la Coupe du Monde de leur catégorie qui aura lieu au Brésil en octobre prochain. Rien n'est joué, cependant, pour le Cameroun et la Guinée qui devront désormais se battre auprès des instances disciplinaires de la CAF. En effet, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekdia, également premier vice-président de la CAF, dit avoir déposé une plainte auprès de l'institution continentale pour dénoncer l'âge de certains joueurs camerounais. Suivez. En tant que Marocain, moi je suis fier des petits jeunes qui sont là, avec leur grinta. Ce sont des jeunes qui ont moins de 17 ans vraiment, qui veulent jouer au football. Mais malheureusement, on ne peut pas jouer avec des différences d'âge qui dépassent 7, 8, 9 ans. C'est pas possible. Ils vont refaire l'IRM en présence des médecins de toutes les équipes pour voir les résultats et voir le test. Le cas échéant, la voie du TAS est ouverte. On va crier haut, on va aller, on va se battre. Il faut aller jusqu'au bout et il faut corriger les choses. Les choses sont flagrantes, sont claires, sont nettes. La réponse du Cameroun ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué, la FECAFOOT a balayé ces accusations qu'elle qualifie de mauvais, qualifie le Maroc de mauvais perdant. La Guinée aussi a rejeté les accusations du Sénégal, lui reprochant d'avoir aligné 2 joueurs qui ont trafiqué leur date de naissance en utilisant 2 passeports différents en l'espace de 2 ans sur des tournois différents. En Europe, une nouvelle beaucoup plus gaie, Sadio Mané est le seul Africain nommé pour le titre de joueur de l'année du championnat anglais. L'attaquant sénégalais de Liverpool et son coéquipier en défense, le néerlandais Virgil van Dijk, sont les 2 raids présents sur cette liste. Cette saison réussit décidément mieux à Sadio Mané, qui est à 18 buts inscrits en Premier League, soit 6 de plus que son record dans le championnat anglais. L'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, ne fait pas partie des 6 joueurs désignés par l'Association des footballeurs professionnels. On y retrouve par contre Raheem Sterling, Bernardo Silva et Kun Aguero de Manchester City, ainsi qu'Eden Hazard de Chelsea. Athlétisme à présent, Asbel Kiprop a été suspendu 4 ans pour dopage. Le Kenyan, champion olympique du 1500 mètres en 2008 et triple champion du monde, a été suspendu 4 ans pour dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme chargée des questions de dopage dans la discipline. Le coureur de 29 ans était déjà sous le coup d'une suspension provisoire depuis février 2018 en raison du contrôle positif à l'EPO établi le 27 novembre 2017. Pour finir, revenons au football, plus précisément le foot féminin. Au Nigeria, l'équipe nationale féminine, les Super Falcons, a dominé les championnats africains en remportant 9 titres sur 11. Cependant, les joueuses ne sont pas satisfaites de leur salaire ainsi que des retards de paiement. Elles estiment également qu'elles ne devraient pas être traitées comme des athlètes de 2e classe comparativement à l'équipe masculine. C'est un reportage de Timothy Obiezou à Abuja que j'ai repris ici pour vous. Suivez. Chukwu Oluweyi, 31 ans, est la gardienne titulaire des Super Falcons. Depuis 1991, elles ont remporté presque tous les championnats féminins d'Afrique. Malgré cela, Chukwu Oluweyi et ses coéquipiers disent être trop souvent négligées et moins payées que les hommes. Nous sommes celles qui apportent la gloire au pays. Alors, ils devraient considérer les filles et essayer de mettre l'accent sur elles et laisser les garçons, car les garçons gagnent plus que les filles. L'équipe nationale féminine nigériane dépend du financement du gouvernement. Les joueuses affirment toutefois que leurs primes représentent moins du tiers des gains de l'équipe nationale masculine, les Super Eagles, qui ont remporté 3 titres africains.
Pour le ministère des Sports, la demande du public et le parrainage des entreprises ont affecté les salaires, mais ils se sont améliorés pour l'équipe féminine. Je sais ce que les Falcons gagnaient en termes de rémunération après un match. Mais cette administration, pour être sincère avec vous, les a ramenés de nulle part au stade où elles sont, ce qui est de loin plus confortable et meilleur dans un contexte africain. Malgré ces défis financiers, les Super Falcons se préparent pour la Coupe du monde féminine qui aura lieu en juin prochain en France. Tout est bon, toutes les joueuses sont en forme, aucune blessure et c'est un bon début. L'équipe féminine nigériane a participé à toutes les Coupes du monde depuis 1991, mais n'a atteint qu'une seule fois les quarts de finale. Et oui, mesdames, à ça, travail égal, disons, salaire égal. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo et à demain. Ce lundi 22 est journée mondiale de la Terre. Les Nations Unies estiment que cette journée est aussi l'occasion de renouveler notre engagement collectif à vivre en harmonie avec la nature, comme le souligne la déclaration de Rio de 1992. La Fondation Ellen MacArthur estime à 8 millions de tonnes la quantité de plastique s'effrayant en chemin jusqu'aux écosystèmes marins chaque année. En France, le gouvernement chiffre à 590 kilos la quantité de déchets produits par chaque Français chaque année. Et ici aux États-Unis, Danny Hayes, l'homme à l'initiative il y a 50 ans de cette journée, a prédit ce lundi que 2020 sera un tournant décisif dans l'action mondiale contre le changement climatique. Il a également laissé entendre que le réseau Earth Day annoncerait un partenariat avec Twitter pour la publication de l'emoji « La Terre est entre nos mains » qui reconnaît l'urgence des défis environnementaux et permettra de recruter la prochaine génération de militants écologistes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.